Bali, l'une des 17 000 îles de la République d'Indonésie, le plus grand archipel du monde, l'une des plus petites, mais aussi l'une des plus connues, pour sa douceur de vivre et pour sa particularité religieuse. Bali est une enclave hindouiste dans un pays majoritairement musulman, une communauté particulièrement tolérante et pacifique. Des volcans comme le mont Agung, culminant à plus de 3000 mètres, sont la colonne vertébrale de l'île. Cette origine géologique confère au sol de l'île une fertilité exceptionnelle, mettant ainsi à l'abri de la famine ses habitants et permettant le développement d'une culture raffinée. Les rizières en terrasse et les nombreux temples de l'île témoignent toujours de cette richesse et de cette spécificité. Mais l'hindouisme balinais n'est pas uniforme. Encore fortement imprégné des croyances animistes, sa pratique varie même d'un village à l'autre. Au pied des volcans, certains villages pratiquent des rites très étranges. Trunyan est habité par les Baliagas, l'une des dernières ethnies primitives de l'île. Pour l'atteindre, il faut se rendre à l'est du lac Batur, installé dans le creux d'un ancien cratère. Cet environnement isolé et difficile d'accès a permis aux Baliagas de préserver leur identité, leurs rites et leurs coutumes. Cet homme est un Mangku, un prêtre. Il rejoint à l'écart du village le cimetière qui offre un spectacle surprenant. Les cadavres sont simplement déposés sous les arbres. Ils ne sont ni enterrés ni incinérés, comme c'est généralement le cas à Bali. Et pourtant, aucune odeur de putréfaction. Les dépouilles les plus récentes sont disposées à l'abri sous un toit en bambou. Une légende explique pourquoi cela ne sent pas la putréfaction. On dit que l'odeur de l'arbre Tarumenyan, celui dont notre village tire son nom, est absorbante. Le nom de l'arbre signifie d'ailleurs « qui sent bon ». Et les cadavres ici ne sentent vraiment pas. Les odeurs sont absorbées par l'écorce de l'arbre. Plus rien ne sent. Seuls les habitants mariés ont droit à cette sépulture particulière. Les autres sont simplement enterrés. Cette tradition étrange n'est pas la seule des Baliagas. Ainsi, la naissance de jumeaux dans le village est un événement catastrophique. Dans la coutume, ils attirent la désolation et de la honte. Une malédiction, car les habitants n'expliquent la gémellité que par la mère se reproduisant avec le premier enfant qui donne naissance au second des jumeaux. Excusez-moi, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Car d'après nos croyances, nous nous trouvons en période de deuil. Et dans ce cas, on n'a pas le droit de pénétrer dans le temple. Nous ne sommes pas seulement en deuil lorsque quelqu'un meurt. Chez nous, au village, des jumeaux sont nés et c'est aussi un motif de tristesse. Cette barrière de bambou est la limite. Personne n'a le droit d'aller plus loin. Ainsi est la croyance chez nous. Des rites insolites. Et ils ne sont pas les seuls dans l'île. Dans un autre village, cette fois au pied du volcan Agung, d'autres célébrations mortuaires se préparent. Selon la croyance balinaise, le volcan Agung est le siège des dieux. Ici, débute et se termine le cycle de la vie. Dans le cimetière de Blabatu, la population au grand complet s'apprête à accompagner vers l'au-delà 70 habitants décédés depuis longtemps.
Les tombes qui les abritaient jusqu'à présent n'étaient qu'une étape intermédiaire pour ces morts. Afin que leur âme puisse enfin être libérée, les membres de la famille doivent procéder à leur crémation. Ils attendaient la date idéale déterminée par les astrologues. Une cérémonie joyeuse, car la mort n'est pas considérée comme un événement tragique comme dans d'autres cultures. Les corps sont exhumés, soigneusement lavés pour être purifiés, puis recouverts d'offrandes. Dans un dernier cortège, les ossements sacrés sont transportés dans un cercueil vers le lieu de la crémation. Les cendres seront dispersées dans la nature ou dans la mer pour permettre à l'âme de voyager et de renaître sous une forme nouvelle. Sur le volcan le plus haut de l'île, Anak Agung Agi vient prendre contact avec les dieux qui résident dans les montagnes et dans le ciel. Il attend qu'ils lui confèrent les pouvoirs mystérieux avec lesquels il pourra guérir les hommes et chasser les démons. Ces derniers vivent dans la mer et le sous-sol. Les rites des hommes sont là pour équilibrer leurs forces et permettre aux humains de vivre en paix. Les dieux agissent d'une manière invisible. Si nous croyons en eux, alors ils peuvent nous apporter paix, santé et influencer positivement notre destin. Agi, comme tous les brahmanes, est issu d'une caste supérieure. Le pouvoir de guérison de ses mains est réputé dans toute l'île. Je ressens la maladie avec mes mains et mon esprit. Les dieux me disent ensuite ce que je dois faire. Ils sont les seuls à décider si un patient doit guérir. Ces massages lui permettent de détecter des maladies, celles qui se tiennent cachées dans le corps. Et quelquefois c'est douloureux. Mais les croyances déplacent bien des montagnes. Le feu et la fumée lui permettent de communiquer avec les dieux. Pour faire passer ses messages vers les divinités, il utilise également des incantations inscrites sur des petits bouts de papier. Un démon perturbe cette patiente d'Agi et lui cause des maux de tête, des insomnies et des paralysies. Il fait brûler des symboles inscrits sur du papier, afin que leur pouvoir véhiculé par la fumée envahisse la femme. Les effets sont surprenants. Progressivement, la malade tombe dans un état de transe et Agi attend qu'elle perde conscience. Son travail va pouvoir commencer. Mais la femme rentre alors dans des convulsions violentes. Ces cris sont-ils la voix du démon ? Pour les guérisseurs, cela ne fait aucun doute. L'esprit malin comprend que l'on va s'attaquer à lui et cherche à résister. Agi laisse d'abord agir ses assistants. En lui imposant les mains et en la massant, il cherche à dépister le démon qui l'habite. Ses réactions sont violentes. Un combat difficile agite le corps de la femme. Agi entre en scène. Avec de l'encens, il va maintenant tenter de conjurer les forces maléfiques et les chasser de sa patiente. Dans un premier temps, il les fait remonter de la plante des pieds vers le haut du corps. Puis, par un massage du visage, il essaye d'éradiquer totalement le démon. Le traitement est terminé. Peu à peu, la femme reprend conscience. Elle est guérie.
Je lui ai insufflé de l'énergie par le nez. Ça a chassé le démon. Cette énergie est venue de ma main. Ces démons, ces dieux et ces esprits font partie de la vie quotidienne des Balinais. Leurs aventures sont même mises en scène dans le spectacle favori des habitants de l'île. Le théâtre d'ombre, le Wayang Kulit. Derrière une tenture blanche, les figurines prennent vie grâce à l'adresse d'un homme, le Dalang. S'il reste invisible, les spectateurs peuvent toutefois entendre sa voix qu'il prête aux différents personnages. À Sukawati, au sud de Bali, Ai Wayang Narta est l'un des maîtres de cet art. Il s'y consacre maintenant depuis 38 ans. Les responsabilités d'un dalang sont nombreuses. Un artiste normal doit seulement maîtriser son art. Un dalang doit maîtriser tous les domaines, de la fabrication des marionnettes jusqu'à leur manipulation en scène. Il faut presque une semaine de travail pour fabriquer l'une de ces marionnettes. Chaque étape est confiée à l'un des apprentis, mais seul le maître a le droit de dessiner les silhouettes des personnages. À partir du dessin tracé sur le parchemin, il découpe les figurines avec patience et précision. L'ouvrage est finement ciselé et il leur faut garder toute leur concentration pour ne pas faire d'erreur. Chaque silhouette a bien entendu sa propre identité, mais les caractères des personnages se distinguent également par les couleurs avec lesquelles ils sont peints. Le bleu correspond à la sérénité, le noir au pouvoir. Les élèves doivent maîtriser parfaitement toutes ces étapes pour espérer devenir un jour le grand Dalang. Moi-même, j'ai appris le métier dans une école. J'ai été l'apprenti d'un dalang. Aujourd'hui, c'est moi le spécialiste dans mon village. Et j'enseigne à mon tour ce savoir. Cet enseignement passe par des cours de comédie. Les apprentis doivent apprendre à utiliser le ton et la voix qui sied à chacun des personnages, à chacune des situations. Cette interprétation donnera tout son style au spectacle et leur personnalité aux marionnettes. Un dalang doit posséder une parfaite maîtrise des gestes qui animeront les marionnettes. Il doit faire preuve pour cela d'une agilité surprenante. Les mouvements doivent reproduire fidèlement ceux de la réalité, y compris les chorégraphies des danses balinaises. Les apprentis doivent donc en connaître les bases, au même titre que les chants, les légendes ou la littérature sur lesquelles s'appuie chacune des représentations. Une formation qui dure 5 ans. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, au Japon, au Canada, en Allemagne et en Australie. Les gens là-bas ont été enthousiasmés par le théâtre d'ombre, même si leur culture était différente. Beaucoup viennent même me rendre aujourd'hui visite ici à Bali. Les représentations de Wayang Kulit sont données pour toutes les grandes occasions. L'inauguration d'un temple, les enterrements ou les mariages. Dans un village voisin, Ai Wayang Narta et sa troupe se préparent. Ses assistants dressent l'écran, les musiciens installent leurs instruments. Avant le spectacle, toute la troupe est réunie pour le repas. Dernière consigne. Ai Wayang Narta insiste pour que la représentation soit parfaite. Bien sûr, le théâtre d'ombre perd des spectateurs. Les plus jeunes préfèrent les nouveaux médias, la télévision. Mais je pense que les adolescents reviendront petit à petit à leurs racines traditionnelles. Les nouveautés, les modes disparaissent bien vite. Mais la qualité la plus importante d'un dalang est d'être un génial conteur d'histoires. En effet, s'il puise pour chaque spectacle dans toute la culture balinaise, il n'a aucun scénario et invente chaque soir une histoire différente. Chaque représentation est unique
et les Dalang y donnent énormément d'eux-mêmes. Le théâtre d'ombre, c'est toute ma vie. Dès que je commence à manipuler les marionnettes, je ne fais plus qu'un avec les personnages. Je suis habité. La tradition veut que les Dalang puisent leur énergie dans des mantras, des incantations, qui les lient à des puissances invisibles. Encore une fois, les dieux sont au rendez-vous et le public enchanté. L'art sous toutes ses formes tient une place particulièrement importante dans l'île. Ancien comme moderne. Et la ville d'Ubud, au centre de l'île, est en quelque sorte son sanctuaire. C'est là qu'est installé l'atelier de Mario Blanco. Il est peintre comme son père l'était avant lui. Don Antonio Blanco était même le Dali de Bali, une célébrité dans l'île, arrivée en 1952 et mort en 1998. Ses cendres ont été dispersées dans l'île. Et chaque jour, son fils lui rend hommage, ainsi qu'aux dieux, en déposant des offrandes comme le veut la coutume balinaise. J'aimerais bien revenir aux racines de mon père, à Madrid, et exposer mes peintures là-bas. J'en ai pris la ferme résolution. Une fois que j'en aurai fini avec les travaux au musée. C'est important pour moi, j'en ai besoin. Juste avant sa mort, son père Antonio dressa en effet le plan de son propre musée. Ses enfants, Mario et sa sœur Orchide, ont mené à bien le projet. Le musée a été achevé en 2000. Sa forme rappelle plus celle d'un temple que d'un musée. Le mélange des styles est surprenant, mais tel était le vœu du Dali de Bali. Je suis persuadé que mon père voit ce musée depuis l'autre monde. Je pense qu'il l'aime, car il est comme sa vie, coloré, intense, énergique, ni trop grand et ni trop petit. Mario accorde énormément d'importance aux visiteurs. Il souhaite qu'ils comprennent le style, les idées et l'inspiration de son père. 300 tableaux sont exposés ici. Un mélange particulier de tempérament espagnol et de chaleur tropicale avec une obsession, la beauté des femmes balinaises. Dans sa vie comme dans son art, elles ont tenu une place prépondérante. Il a même épousé et fondé une famille avec son modèle, Ronji. Nous sommes tous des artistes dans la famille. Je suis peintre et ma sœur aînée est une danseuse connue. Notre père ne nous a donc pas seulement transmis le musée et ses peintures, mais aussi son talent. Et ça signifie beaucoup pour moi. La famille reste l'une des valeurs fondamentales pour Mario. Et ce n'est que grâce à elle qu'il a réussi à poursuivre les rêves de son père et à construire sa dernière œuvre, son musée. En s'installant à Bali, son père avait enfin trouvé son paradis. Mario, lui, le cherche toujours. Il travaille chaque jour à sa peinture pour qu'elle soit digne de celle de son père, mais aussi pour qu'à son tour, il trouve sa voie.
À présent, je prends la suite de la dynastie des Blanco. J'ai le coup de pinceau de mon père, mais j'essaie d'aller un peu plus loin pour trouver mon propre style. La vie est un art et l'art est ma vie. Telle était la devise de Don Antonio. Mario l'a faite sienne et suit désormais sa propre voie. Mais cette devise pourrait être aussi un peu celle de tous les Balinais. Sur cette île, l'expression « l'art de vivre » prend toute sa dimension. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller jeter un coup d'œil du côté des artisans qui forgent les instruments qui composent les gamelans. Les ensembles musicaux, gongs, xylophones et tambours les plus célèbres de l'île. Les gongs sont constitués de cuivre et d'étain. Wayan Widnya dose les quantités avant de fondre le mélange. De sa pureté, l'instrument tirera aussi celle de sa sonorité. Il surveille alors le four, qui doit rester à une température constante. Nous exerçons ce métier depuis 2 générations déjà. C'est mon arrière-grand-père qui m'a appris la fonderie. J'étais fasciné par son travail et je n'ai jamais rien voulu faire d'autre. Et j'y prends toujours du plaisir aujourd'hui. Sous l'action de la chaleur, les métaux fondent et l'alliage est réalisé. Mais il ne doit être retiré du four qu'au bon moment. Trop pâteux, il ne pourrait être coulé. Son expérience lui permet d'en juger d'un coup d'œil. Cette fois, l'alliage est prêt. Le métal en fusion est alors coulé dans un moule qui va lui donner la forme qui lui permettra de sonner. Un disque plat. Maintenant, le forgeron va la travailler pendant des heures pour lui donner la sonorité désirée. Entre le feu et l'enclume, le travail est difficile. Cette phase est la plus longue et la plus pénible. Ça peut durer tout un après-midi. La forge de Widnya se trouve dans le village de Tihingan, spécialisé dans ce domaine de l'artisanat balinais. Son père a 80 ans, mais il aide encore son fils à polir les instruments qu'il forge pour les accorder. La taille et la densité permettent d'obtenir toute une variété de sons. Certains petits gongs seront assemblés en carillon, d'autres joués indépendamment. Pour modeler certaines pièces, Widnya travaille avec d'autres forgerons. Sous leur coup, le disque épais et plat s'affine et se creuse. La dernière étape de la fabrication permet de lui donner son renflement caractéristique. Une fois refroidi, l'instrument est immédiatement testé. La sonorité reste encore brute. Le gong devra être patiemment peaufiné pour sonner parfaitement. Toutes les petites aspérités sont éliminées. Un travail d'équipe où le maître d'œuvre doit conjuguer sa dextérité manuelle avec une ouïe très entraînée. Au final, le timbre du gong devra s'accorder parfaitement à ceux des autres de l'orchestre. Enfant, j'écoutais déjà comment mon père accordait les gongs. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour leur donner un timbre bien précis. Après les grandes manœuvres, Iwayan Widnya passe aux derniers ajustements. Kudlim après kudlim,
le gong atteindra bientôt la sonorité idéale et trouvera enfin sa place dans un orchestre traditionnel, un gamelan, comme celui qui rythme les danses de ces jeunes balinaises. Ces 20 jeunes filles s'exercent au legong, une danse divine créée selon la légende pour les nymphes par le dieu Indra. Musiciens et danseuses se retrouvent ici 2 fois par semaine sous la direction de Ketut Dia, le professeur de danse. Avec 2 collègues, Ketut, âgée de 21 ans, repère celles qui assureront la relève dans cet art de la tradition balinaise. Les enfants talentueux sont particulièrement encouragés. Ensuite, ils doivent s'entraîner plus souvent et plus dur encore. C'est la condition pour qu'ils soient en mesure plus tard d'être eux aussi des danseurs professionnels. Tous les mouvements, toutes les postures des jeunes danseuses ont une signification particulière. L'ensemble du ballet incarne les rôles des nymphes envoyées des dieux par Indra pour mimer avec grâce la légende du prince Lasem séquestrant la princesse Rangkesela, une des épopées du Ramayana hindou. Certains de ces corps de ballet ont acquis au fil des tournées une réputation internationale. Mais la plupart des 2000 troupes de danse de l'île ne se produisent que pour les fêtes des villages. Le maquillage m'aide à rentrer dans le personnage que j'interprète. Mais en dehors de cela, il me permet également de revendiquer ma position de danseuse. En dansant, je ne voudrais pas ressembler à une jeune fille ordinaire. Et maquillée, j'incarne vraiment mon métier de danseuse. Si Ketut et ses danseuses se produisent régulièrement devant un public nombreux, la tension reste la même avant chaque représentation. Juste avant d'entrer en scène, je suis toujours un peu nerveuse et j'ai le trac. Mais je suis également particulièrement fière d'être filmée aujourd'hui. Autrefois, le legong kraton, littéralement le legong du palais, n'était interprété qu'à la cour des rajas. Aujourd'hui, les spectacles sont plus populaires, même si les costumes gardent le prestige des cours des princes d'antan. Les danseuses portent des tenues surchargées de dorures et de broderies, des coiffes en or martelées, garnies de fleurs fraîches, et pour unique accessoire, un éventail emplumé dans la main. Si ces figures de danse peuvent sembler abstraites, tous les habitants sont capables d'en décoder les symboles. La réputation d'une danseuse tient à sa souplesse et à son expressivité. Une maîtrise parfaite du corps où rien n'est laissé au hasard. Chaque pas, chaque mouvement suit un schéma déterminé. La musique joue également un rôle prépondérant. Elle soutient l'action indiquée par les gestes de la danseuse avec ses changements soudains de tempo et ses contrastes dramatiques entre silence et bruits assourdissants. L'histoire commence par l'arrivée d'une servante au palais. Ketut et une nouvelle danseuse peuvent alors entrer en scène. Elles interprètent à tour de rôle les personnages du prince et de la princesse. Les mouvements gracieux des mains de Ketut et le jeu spectaculaire de ses yeux doivent être en harmonie avec le tempo de la musique interprétée par le gamelan. Dans notre gamme, il y a seulement 5 notes. Nous n'avons pas besoin de partition car nous jouons tout de mémoire. Pour chaque note, il y a 2 variantes, une haute et une basse. En réalité, ça fait donc 10 notes. L'orchestre de gong et de tambour est exclusivement composé de musiciens masculins. L'ensemble de leur jeu donne l'illusion d'un gigantesque xylophone en action, l'instrument emblématique de l'Indonésie. Là encore, les partitions sont imposées. Mais dans la tradition balinaise, il y a tout de même une place pour que s'exprime la sensibilité des artistes.
Je danse tout simplement parce que ça me fait plaisir et que de cette manière, je rends honneur à mon village. Mais mon but est de pouvoir un jour vivre de la danse et de devenir vraiment célèbre. Un privilège réservé à très peu de ces femmes. Mais peu importe, car leur danse sublime d'abord la beauté des balinaises. Une réputation qui a déjà fait le tour du monde. Cette beauté est un don de l'île. Cette corne d'abondance qui leur a toujours laissé le temps de s'occuper de leur corps. Mais c'est aussi un don des dieux qui les ont encouragés à en prendre soin. Ces soins ont toujours tenu une place importante dans la vie de tous les jours à Bali. Aujourd'hui, bains de vapeur, massages sont devenus une industrie avec les nombreux touristes qui fréquentent chaque année l'île. Ariasi travaille dans l'un des établissements de soins de Nusa Dua, au sud de l'île. Dans le jardin à proximité, elle ramasse certains des ingrédients qui sont nécessaires aux soins de ses clientes. Je n'utilise pour mes soins que des produits naturels. C'est une combinaison d'ingrédients traditionnels de Java et de Bali. Après un bain relaxant, il est temps de passer aux choses sérieuses. La masseuse commence par s'occuper des pieds de sa cliente. À l'aide de cristaux de sel, ils sont nettoyés en profondeur. Un massage doux active la circulation sanguine. Tout l'environnement appelle à la décontraction totale. Les mains expertes d'Ariasi délivrent petit à petit le corps de toutes ses tensions. Le massage de la tête stimule les muscles du visage et la circulation sanguine. Pour cette partie, j'utilise des extraits de jasmin et d'huile de cocotier. Ça purifie la chevelure et la rend souple. Elle enduit ensuite le corps de sa cliente d'un baume purifiant. C'est le lulur, le peeling intégral qui va débarrasser la peau de toutes ses imperfections et la rendre souple, douce et lisse. Cette étape peut prendre plus d'1 heure. Le but du traitement est de raffermir la peau et de nettoyer les pores des impuretés. Pour le peeling, j'utilise un mélange de farine de riz, d'extrait de fleurs et de gingembre. Ça rafraîchit la peau et elle sent merveilleusement bon après. Une douche fraîche permet de rincer et d'apaiser le corps. Il est ensuite enduit d'un baume à base de yaourt pour adoucir la peau irritée par le peeling. Le soin s'achève par un bain aux fleurs pour permettre au corps de prolonger cette décontraction et cette sensation de bien-être. Mais la vraie beauté vient aussi de l'intérieur. Ariasi sert à ses clientes pour terminer une boisson vitaminée à base d'herbes indonésiennes et de gingembre. Elle sent presque aussi bon que les fleurs fraîchement cueillies. Les fleurs sont tout simplement indispensables à notre bien-être. Partout dans Bali, elles jouent un rôle important, aussi bien lors de cérémonies religieuses que pour les massages traditionnels. Si ces fleurs sont un bien-être pour le corps, elles sont aussi un bonheur pour les hommes et les dieux. Elles sont symboles de pureté, de beauté et de vie éternelle. Comme des biens les plus précieux, elles composent ainsi une grande partie des paniers d'offrandes que tout Balinais dispose chaque jour dans l'hôtel de sa maison ou de son bureau.
Chacun de ces paniers est préparé avec une attention toute particulière. Comme toutes les balinaises, Nimadewatni vient aujourd'hui acheter quelques fruits au marché. Elle choisit avec attention les plus beaux. Le prix ne compte pas. Ils ne sont pas destinés à être mangés par la famille, mais à servir d'offrande pour les dieux. De retour chez elle, Nimadewanti se met au travail avec une voisine. Elle prépare d'abord les paniers qui serviront à disposer les offrandes. Ils sont tissés avec des feuilles de palmier. Mais l'occasion aujourd'hui est un peu particulière. Avec un tronc de bananier nain, elle fabrique également un socle. D'habitude, il nous faut quelques heures pour préparer une offrande. Mais pour une cérémonie aussi importante que celle-ci, nous allons travailler presque toute la journée. La disposition est aussi importante que le contenu des offrandes. En ce domaine, Nimadewatni est particulièrement adroite. Mais délicats, friandises, fruits, fleurs, palmes sont disposés avec harmonie. Des présents aux divinités qui, en échange, apporteront bonheur et prospérité à la communauté. Faire des offrandes n'est pas une compétition, mais je m'efforce tout de même de réaliser les plus belles et les plus étonnantes. Au final, ce qui compte, c'est que les dieux soient vénérés. Mieux ce sera, plus ils me le rendront. Plus tard dans la journée, Nimadewanti a revêtu ses habits de fête. Elle part retrouver avec son offrande les autres femmes du village. En procession, toutes se dirigent alors vers le temple de Pura Payogan Agung pour honorer les dieux et leurs ancêtres. Sur leur tête, les pyramides pèsent près de 25 kilos. Tous les 210 jours, c'est-à-dire une année dans le calendrier balinais, le temple fête l'anniversaire de sa fondation. Cette commémoration a pour nom l'Odalan. Après la procession des femmes et des offrandes, tous les fidèles se retrouvent pour prier. Une célébration importante où se mêlent avec intensité, spiritualité, réjouissance. Après la dépose des offrandes, elle se poursuivra toute la journée avec des prières bien sûr, mais aussi des danses, des musiques et des banquets qui dureront jusqu'à l'aube. Namo sarwa nugra kasin uang samo daya majiwaya badra kama sanggaya namo baya kaja para diwiyu namo Après la prière, les prêtres aspergent les fidèles avec de l'eau sacrée. Ils reçoivent aussi du riz, et ces deux éléments sont ceux que les dieux ont offerts autrefois aux hommes. Puis la procession des femmes et des offrandes se reforme et repart. Nimadewanti est fière de sa journée. Oui, tout s'est bien passé. C'était parfait. De retour chez elle, la famille se prépare maintenant au festin. Toutes les offrandes sont détachées de leur support et serviront de menu au repas de fête. Les offrandes ne doivent pas rester dans le temple, car après la cérémonie, elles sont devenues impures. Mais cela apporte du bonheur de les manger. Toutes ces traditions religieuses sont issues de l'hindouisme. Si les Balinais vénèrent la trinité Brahma, Shiva et Vishnu, ils ont, à la différence de l'hindouisme traditionnel, un dieu suprême, Songyang Widi.
Les Balinais se considèrent comme responsables du maintien de l'équilibre cosmique entre les dieux, les démons et les hommes. Gde Putra Kediri est le prêtre du village de Bangli. C'est un Pedanda, un brahmane des milieux princiers qui a suivi une initiation particulière dès sa jeunesse. Sous l'autorité d'un maître, il a appris les textes, les rituels et une conduite exemplaire. Les gens viennent de toute l'île pour lui demander conseil et se soumettre à une cérémonie de purification. Il anime les cérémonies, enseigne la religion et sert de médiateur avec les dieux pour toutes les requêtes des hommes, des plus sacrés aux plus ordinaires. Tout mon savoir provient des livres des différentes religions, comme celui des chrétiens, des musulmans ou des hindous. La méditation joue aussi un rôle important dans l'art de la guérison. Ces connaissances donnent au Pedanda des pouvoirs particuliers. Lui seul peut préparer la tirtha, l'eau bénite qui a un rôle capital dans la religion. Elle est avec le riz la clé de voûte de la cérémonie de purification, l'un des rites essentiels auxquels doivent participer les Balinais. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que le Pedanda recevra les fidèles pour leur faire part de ses conseils et pour les aider à mener leur vie. Je ne donne pas de médicaments à mes patients. Non, je leur donne la possibilité de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes, de se guérir eux-mêmes. Depuis plusieurs mois, cet homme, un artisan du village voisin, est confronté à des problèmes au sein de sa famille. Il soupçonne le couteau de ses ancêtres, vieux de 200 ans, d'y être pour quelque chose. Le Pedanda expertise le couteau. Comme il sait voir dans le monde des dieux et des démons, il peut trouver la solution et lui prodigue ses conseils. Le prêtre m'a dit qu'un mauvais esprit habitait mon couteau. Moi, je ne peux pas le voir car je n'ai pas son don. Pour nous libérer, ma famille et moi, de cet esprit, je dois jeter ce couteau dans la mer et procéder à certains rituels. Comme pour chaque requête et chaque cérémonie, les dieux comme les démons devront être aussi apaisés par des offrandes. Ce sont toujours les femmes qui sont en charge de cet office. Chaque panier est accompagné de bâtons d'encens dont la fumée transporte l'essence des dons vers les dieux. Chaque jour, près de 300 fidèles viennent demander conseil à Ida Pedanda. Même des médecins renommés, comme Kampiande Putra. Dans notre monde, je suis un homme riche, un médecin. J'ai une voiture et une famille. Mais dans le monde que nous ne pouvons pas voir, le prêtre, lui, voit si je porte une faute. Car si les médecins savent diagnostiquer les maladies du corps, le regard du Pedanda, guidé par les dieux, va plus loin. Il sait observer les âmes et appréhender les maux dont elles peuvent souffrir. Sa parole est sacrée. Au contraire d'un médecin moderne, je peux regarder à l'intérieur des gens. À l'aide de mon esprit et de la méditation, je peux dire aux gens ce qu'il leur manque et les aider. Le Pedanda est un élu parmi les hommes. Et à cet égard, il doit toujours être traité avec respect. Mantra, yoga et sa cloche à prière lui permettent de rentrer en contact avec les dieux. Shiva lui transmet sa force sacrée, mais il communique également avec tous les dieux que les humains peuvent côtoyer dans chacun de leurs gestes quotidiens. La vie des Balinais est imprégnée de cette proximité permanente de la religion, même pour les plus simples d'entre eux, comme dans le petit village de Bakbakan.
Au petit matin, Ninyoman Kerti s'occupe déjà du déjeuner. Son beau-frère Warka est parti dans la jungle chercher des ingrédients nécessaires pour sa préparation. Il récolte dans les palmiers le suc qui servira à la fabrication d'un jus fermenté, le vin de palme. Pendant ce temps, au village, les cochons reçoivent aussi leur repas. De la bouillie d'écorce de riz. La forêt, le riz et les cochons apportent à tous de quoi vivre. Je vends une partie de mon vin de palme dans le village, mais je garde le reste pour ma famille. L'argent qu'il me procure suffit pour les habits et l'alimentation. Le précieux liquide est entreposé dans des bambous creux. Un verre sert à se donner du cœur à l'ouvrage. Chacun se prépare pour sa journée de travail. Les bœufs partiront au champ pour tirer la charrue. Dans les rizières, le travail est physique. Si le sol offre la possibilité de 3 récoltes annuelles, cela signifie aussi qu'il faut labourer 3 fois par an. Dans quelques jours, les jeunes plants de riz seront repiqués. Un sol bien meublé et une irrigation permanente du champ sont des conditions indispensables pour faire une bonne récolte. Il faut aussi surveiller en permanence les cultures. Une fois que les plants sont repiqués dans le champ, commence alors l'étape la plus épuisante. Nous devons constamment enlever les mauvaises herbes, protéger l'engrais et les plantes des oiseaux. À la fin, la plus belle satisfaction, c'est la récolte. Sur certains champs, la récolte bat déjà son plein. Les gerbes de riz coupées sont encore battues à la main pour en extraire le grain. Si la culture est une affaire d'hommes, la récolte est celle des femmes. Après avoir battu les épis, elles extraient à la main les derniers grains. Le riz est ensuite passé au tamis pour le débarrasser de ses impuretés. Une grosse partie de la récolte est vendue, mais il en reste un peu pour nous. Mais avant de pouvoir manger le riz, nous devons encore le décortiquer méthodiquement. Un travail assez pénible. La récolte est mise en sac. Chacun pèse plus de 30 kilos. Elle est ensuite transportée jusqu'au village pour être misée dans des entrepôts. Le village fonctionne comme une coopérative. Le riz est distribué aux habitants du village. Ils peuvent choisir de le conserver pour le manger ou l'échanger, le vendre contre de la nourriture et des vêtements. Ces dernières années, nous avons toujours eu de bonnes récoltes et je suis très fier de notre village. À Bali, le riz est plus qu'un aliment. Comme souvent en Asie, sa culture a façonné des pans entiers de la société, de la religion. Les rizières ont souvent dessiné les paysages et les moyens utilisés pour sa production servent aussi de point de départ au divertissement. Ainsi, les bœufs, qui servaient hier à tirer les charrues, sont aujourd'hui les héros de courses de chars surprenantes. Tous les dimanches matins, les équipages s'affrontent à Banyubiru dans le sud-ouest de Bali. Mowgli est le président du club des courses locales. Il veille à ce que seuls les meilleurs animaux prennent le départ. Avant la furie des courses, il récite également une dernière prière pour apaiser les démons et solliciter la clémence des dieux. Les équipages sont prêts, ils se dirigent maintenant vers l'arène. Après des courses éliminatoires, les meilleurs restent en lice. Debout sur leur char, les jockeys encouragent leurs buffles sur les 2 kilomètres du parcours. Nourris d'un mélange d'œufs, de miel et de piment, les animaux font preuve d'une vélocité saisissante. Mais la vitesse n'est pas tout. À l'arrivée, les équipages seront également jugés pour leur style, la maîtrise et l'agilité du jockey. Des compétitions sans doute nées dans les rizières lorsque les agriculteurs rivalisaient de vitesse au moment des labours. En tout cas, Mowgli est content. Cette fois, ses bœufs ont gagné.